Le jour de mes 30 ans, ma famille s'est réunie pour annoncer « Nous fêtons quelqu'un d'autre aujourd'hui ». Je suis resté assis en silence, me sentant invisible. Puis un inconnu est entré à la fête, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne me connais pas encore, mais je suis ton vrai frère ». La pièce a explosé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'atmosphère était saturée du tintement des verres et des éclats de rire, mais rien de tout cela ne m'était destiné. Assise au bord de la terrasse, j'observais ma famille faire la fête comme si je n'étais qu'une invitée de passage. C'était mon 30e anniversaire, mais personne n'aurait pu le deviner. Il n'y avait aucune bannière à mon nom, aucun gâteau m'attendant, juste des visages souriants rassemblés autour de quelqu'un d'autre, levant leur verre bien haut. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils avaient peut-être prévu une surprise, quelque chose de caché juste hors de vue. Je me raccrochais à ce minuscule espoir comme un enfant serre un ballon dans le vent. J'essayais de sourire, de me rappeler que cela n'avait pas d'importance. J'avais l'habitude d'être un simple bruit de fond au sein de ma propre famille, j'avais survécu à pire. De l'autre côté du jardin, j'apercevais ma mère, Francine, riant tout en ajustant le col du nouveau fiancé de ma sœur, Sienna. Mon père, Édouard, se tenait à quelques mètres de là, sirotant son verre en silence, comme à son habitude. Sienna, bien sûr, était radieuse dans sa robe d'été blanche immaculée, absorbant toute l'attention. Tout le monde s'était réuni pour elle aujourd'hui, et moi, Adélaïde Cole, a dit, la fille qui se fondait toujours dans le décor, j'étais assise tranquillement, me sentant plus insignifiante que jamais. Je pensais que le pire serait d'être à nouveau oublié, mais c'est alors que le portail a grincé en s'ouvrant. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré. Il semblait déplacé avec son blouson en cuir élimé et ses bottes usées, le visage tendu et scrutateur. Il a balayé la foule du regard, passant sur les dizaines de visages tournés vers Sienna, jusqu'à ce qu'il me voie. Tout son corps a changé d'attitude, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Il a marché droit vers moi, ses bottes crissant sur le gravier. L'air a semblé se figer autour de nous, et les conversations se sont estompées pour laisser place à un bourdonnement de silence gêné. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, sa poitrine se soulevant rapidement. Sa voix s'est légèrement brisée lorsqu'il a parlé, mais ses mots étaient clairs, « Tu ne me connais pas encore », a-t-il dit en plantant son regard dans le mien, « mais je suis ton vrai frère ». Pendant un instant, le monde a semblé suspendu dans le vide. Puis, comme si quelqu'un avait jeté une allumette dans une forêt sèche, la fête entière a explosé en cris, en halètements et en confusion. Et pour la première fois de la journée, chaque personne me regardait. Je m'étais réveillé ce matin-là avec une étrange lueur d'espoir sous la peau. C'était mon 30e anniversaire, une étape qui semblait lourde de sens, même si personne d'autre ne semblait le remarquer. Je m'étais dit que cette année serait différente. Peut-être avait-il prévu quelque chose, une petite attention réfléchie. Peut-être que cette fois, il me verrait vraiment. La maison sentait l'herbe fraîchement coupée et le citron. Quand je suis descendu, le jardin était déjà transformé. Des guirlandes de lumière pastel zigzaguaient au-dessus de nos têtes, et les tables étaient dressées avec des centres de table floraux et des verres au bord doré. Un gâteau à 3 étages trônait sur une longue table, glacé d'un blanc parfait, bien que mon nom n'y figurât nulle part. C'était le genre de fête que les gens publient sur les réseaux sociaux, le genre qui fait dire « Quelle belle famille !» Francine, ma mère, était au centre de tout cela, disposant les assiettes avec cette énergie frénétique qu'elle apportait toujours à tout ce qui touchait aux apparences. Elle portait une robe jaune pâle, ses cheveux étaient soigneusement épinglés en arrière et un rang de perles ornait son cou. Elle m'a à peine regardé quand je suis sorti. « Oh, a dit, bien. Tu es là ?» a-t-elle dit sans interrompre sa tâche. « Aide-moi à allumer les bougies avant que les gens n'arrivent. » Pas de « joyeux anniversaire », pas d'étreinte, juste une autre tâche sur sa liste. J'ai bougé machinalement, installant les bougies, essayant de ne pas laisser la douleur familière s'installer trop profondément. Mon père, Édouard, était assis à la table de la terrasse avec son journal et une tasse de café, en retrait de l'agitation, comme d'habitude. Il m'a adressé un petit signe de tête, le genre de geste qu'on ferait à un voisin, pas à sa fille. À midi, les invités ont commencé à arriver au compte-gouttes. Famille, amis, voisins, des gens que je connaissais à peine. Ils ont embrassé ma mère, serré la main de mon père, ri et complimenté les décorations. Je me tenais à l'écart, souriant poliment, attendant que quelqu'un me remarque. Puis Sienna est arrivée. Elle a fait son entrée comme une star de cinéma, sa robe blanche flottant dans la brise, sa main fraîchement manucurée arborant une bague en diamant si grosse qu'elle m'a presque aveuglé. La foule s'est instantanément pressée vers elle,
poussant des cris d'admiration. Ma mère a frappé dans ses mains, rayonnante de fierté. Elle a dit oui, a annoncé Francine d'une voix forte qui couvrait la musique. Notre Sienna va se marier. Le jardin a éclaté en applaudissements. J'ai regardé les gens s'agglutiner autour de Sienna, la félicitant, prenant des photos, riant et pleurant. Les assiettes de nourriture ont été abandonnées, des verres renversés. La fête entière a déplacé son orbite autour d'elle. Je suis resté là, figé, tenant encore un briquet à la main. Une vague de honte a parcouru mon échine. J'avais peut-être été naïf de penser qu'aujourd'hui serait à propos de moi. Sienna avait toujours été le soleil, et moi la lune, visible seulement lorsqu'elle ne brillait pas. C'était juste plus évident aujourd'hui sous les lumières pastel et le ciel parfait. Je me suis dirigé vers la table des desserts, cherchant un petit indice prouvant que quelqu'un s'était souvenu de moi. Peut-être y avait-il un autre gâteau caché quelque part, ou une carte avec mon nom. Mais il n'y avait rien, seulement le gâteau blanc avec un petit panneau planté dans le glaçage qui disait « Félicitations, Sienna et Blake ». Cassie, ma meilleure amie depuis l'université, m'avait appelé plus tôt ce matin-là. J'aurais dû l'écouter. « Ils ont intérêt à mettre le paquet pour toi », avait-elle dit. « Tu le mérites. » J'avais ri à l'époque, balayant sa remarque. Maintenant, debout toute seule alors que ma famille célébrait sans moi, ce rire me semblait être une trahison. J'ai sorti mon téléphone et fixé le dernier message de Cassie, « Joyeux 30 ans, Adi. Je t'aime. Ne les laisse pas te rabaisser aujourd'hui. » J'ai fourré le téléphone dans ma poche et cligné des yeux pour chasser les larmes qui montaient. Ma mère est passée devant moi en flottant, époussetant une poussière imaginaire sur les épaules de Sienna. Elle ne m'avait même pas remarqué. Je me suis finalement forcé à avancer, me faufilant à travers les groupes de personnes. « Maman », ai-je dit doucement en lui touchant le coude. Elle s'est retournée, surprise, comme si elle ne m'avait même pas vu là. « Quoi, Adi ? Quelque chose ne va pas ?» J'ai ravalé la boule dans ma gorge. « C'est mon anniversaire », ai-je dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Aujourd'hui, c'est censé être mon anniversaire. » La bouche de Francine s'est pincée. Elle a laissé échapper un petit soupir, presque imperceptible. « Ma chérie, tu as 30 ans. Tu n'as pas besoin de tout ce tralala. Les fiançailles de Sienna sont un moment unique. Essaie d'être solidaire. » Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. J'ai reculé, hochant raidement la tête, mon cœur se repliant sur lui-même. Elle ne réalisait même pas à quel point elle m'avait blessé. Ou peut-être le savait-elle et s'en moquait-elle. J'ai dérivé vers le bord du jardin, serrant un gobelet en plastique de limonade coupé à l'eau. Je les regardais passer Sienna d'invité en invité comme un trophée, leur visage rayonnant d'admiration. Je n'avais pas ma place ici. Pas vraiment. Alors que je me tenais là, invisible aux yeux de ceux qui auraient dû m'aimer le plus, un bruit aigu a tranché à travers la célébration, le grincement du vieux portail en fer qui s'ouvrait. Je me suis retourné et tout a commencé à changer. Le portail s'est ouvert avec un son bas et grinçant qui a coupé net la musique et les rires. J'ai jeté un coup d'œil sans réfléchir, m'attendant à voir un autre voisin arriver en retard avec une bouteille de vin. Au lieu de cela, un homme se tenait encadré par les poteaux en bois, un étranger qui semblait complètement déplacé. Il portait un blouson en cuir élimé malgré la chaleur et affichait une expression sur ses gardes, comme s'il était prêt à s'enfuir au premier faux mouvement. Ses cheveux étaient en désordre, un peu trop longs, et ses bottes étaient poussiéreuses, comme s'il avait traversé la ville à pied pour arriver ici. Il y avait quelque chose de brut chez lui, quelque chose d'instable, comme un orage menaçant juste hors de portée. Personne d'autre ne semblait encore l'avoir remarqué. Ils étaient trop occupés à trinquer et à prendre des photos de Sienna posant, les mains écartées pour montrer son nouveau diamant. J'ai fixé l'homme, sentant l'air se tendre autour de moi. Ses yeux ont balayé la foule une fois, deux fois, puis se sont verrouillés sur moi. Pas derrière moi, pas près de moi, directement sur moi. Je me suis figé. Quelque chose en moi s'est agité. Quelque chose de profond et d'instinctif que je ne pouvais expliquer. Sans hésiter, il a commencé à avancer droit vers moi. Chaque pas qu'il faisait semblait resserrer le monde autour de nous. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que j'entendais à peine le bourdonnement des conversations faiblir alors que les gens remarquaient enfin sa traversée du jardin. Les têtes se tournaient. Des questions chuchotées circulaient entre les groupes. Qui était-il? Que faisait-il là? L'homme s'est arrêté à quelques mètres devant moi, assez près pour que je puisse voir l'inquiétude gravée dans les traits de son visage. Ses mains tremblaient légèrement, mais il gardait une voix ferme. « Tu ne me connais pas encore », a-t-il dit assez fort pour que les personnes les plus proches entendent. « Mais je suis ton vrai frère. » Pendant un instant,
personne n'a bougé. Les mots semblaient flotter dans l'air épais de Géorgie, lourd et incroyable. Puis le chaos a éclaté. Les invités ont halté et se sont agrippés les uns aux autres. Une femme près de la table des desserts a laissé tomber son verre. La main de ma mère a volé à sa bouche sous le choc. Mon père s'est levé de sa chaise si brusquement qu'elle a grincé contre la pierre de la terrasse. Sienna a laissé échapper un rire aigu et incrédule, regardant tour à tour l'étranger et moi, comme si elle attendait que quelqu'un crie que c'était une blague. Mais ce n'était pas une blague. Cela ne pouvait pas l'être. Je le fixais, essayant de parler, essayant de bouger, mais mon corps refusait d'obéir. Les mots « vrai frère » résonnaient dans mon esprit, entrant en collision avec 30 années de certitude. 30 années de mensonges dont j'ignorais même l'existence. Ma mère a été la première à reprendre ses esprits. Elle s'est interposée entre nous, les mains levées dans un geste d'apaisement. « Je ne sais pas qui vous êtes », a-t-elle dit sèchement. « Vous devez partir maintenant. » La mâchoire de l'homme s'est crispée. Il n'a pas bougé. « Vous savez exactement qui je suis, Francine », a-t-il dit, la voix montant. « Vous nous l'avez volé. » Un halètement collectif a parcouru les invités. Plusieurs personnes ont reculé, sortant leur téléphone, prêtes à enregistrer ce qui allait se passer. Ma mère s'est tournée vers moi, les yeux fous et désespérés. « Adélaïde, écoute-moi », a-t-elle dit. « Il ment. Il essaie de t'embrouiller. » Mais sa voix tremblait. Ses mains tremblaient. J'ai regardé mon père, cherchant sur son visage une encre, une sorte d'assurance que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Mais il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait simplement ses chaussures, la honte écrite dans chaque ligne de son corps. Mon estomac s'est noué, ma peau s'est hérissée de froid. Je me suis retourné vers l'homme. « Quel est ton nom ?» ai-je demandé, ma voix à peine stable. « Élie Madden » a-t-il répondu. « Je suis ton frère. Tu as été enlevé à notre famille quand tu étais bébé. Notre mère n'a jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Le sol semblait se dérober sous mes pieds. J'ai agrippé le dossier d'une chaise pour rester debout. Je voulais crier. Je voulais courir. Je voulais disparaître. Mais quelque chose en moi, quelque chose d'obstiné et de meurtri, me maintenait debout. J'ai fixé ma mère, la femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à lasser mes chaussures, qui m'avait préparé mes déjeuners et conduit à mes cours de piano, la femme qui avait aussi apparemment bâti toute ma vie sur un mensonge. La foule attendait, silencieuse et dans l'expectative, tous les yeux rivés sur moi. J'ai senti ma voix s'arracher de ma gorge. Je veux savoir la vérité. Le visage de Francine s'est effondré une brève seconde avant qu'elle ne redresse l'échine et ne lève le menton, son masque de contrôle se remettant en place. « Il n'y a pas de vérité à trouver », a-t-elle dit d'un ton serré. « Tu es notre fille. » Mais ces mots sonnaient creux. Ils sont tombés dans le silence lourd et accusateur sans trouver prise. Élie me regardait avec un mélange d'espoir et de chagrin si brut que cela a fendu quelque chose dans ma poitrine. J'ai fait un pas vers lui, à cet instant, j'ai pris une décision qui allait tout changer. L'air autour de moi semblait tranchant et raréfié alors que je faisais ce premier pas vers Élie. Je sentais les douzaines d'yeux me suivre, les conversations chuchotées enflaient derrière moi comme une marée montante. Ma famille regardait dans un silence stupéfait, figé sur place, ne sachant pas s'il fallait me retenir ou me laisser partir. Je me suis arrêté juste devant Élie. De près, il semblait encore plus réel. Ses yeux, du même brun profond que les miens, étaient rouges sur les bords, comme s'il portait trop d'années de larmes non versées. Ses mains tressautaient à ses côtés comme s'il voulait me toucher, mais ne savait pas s'il en avait le droit. J'ai ouvert la bouche, mais les questions se bousculaient trop vite pour n'en dire qu'une. Au lieu de cela, j'ai demandé la seule chose qui comptait, « Comment le sais-tu » La voix d'Élie était stable quand il a répondu, mais la douleur habitait chaque mot. « Nous avons la même tache de naissance », a-t-il dit, sur l'omoplate gauche, comme un croissant de lune. Notre mère l'embrassait tous les soirs avant de nous coucher et nous appelait ses jumeaux de lune. Tu as été kidnappé au parc quand tu avais 2 ans. Ils ont dit que tu t'étais noyé, mais elle ne l'a jamais cru. Elle t'a cherché jusqu'au jour de sa mort. J'ai senti mes genoux faiblir. J'ai instinctivement cherché le dossier d'une chaise proche pour me stabiliser. Mon esprit a traversé des fragments de souvenirs d'enfance. L'étrange cicatrice sur laquelle je m'étais toujours interrogé, mais dont on m'avait dit qu'il s'agissait d'une marque chirurgicale. La façon dont ma mère tressaillait dès que quelqu'un mentionnait des histoires d'adoption. Les photos de famille qui ne commençaient qu'après mes 3 ans environ. J'ai entendu ma mère derrière moi, sa voix tendue et autoritaire, « Adélaïde, c'est ridicule. C'est une coïncidence.
Cet homme essaie de te manipuler. Ne le laisse pas t'embrouiller. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. Ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient encore d'autorité. Elle s'attendait à ce que je lui obéisse. Elle s'attendait à ce que je rentre dans le rang comme je l'avais toujours fait. Pendant la majeure partie de ma vie, je l'aurais fait. Mais pas aujourd'hui. Pas après être resté invisible à ma propre fête d'anniversaire. Pas après avoir vu le désespoir et l'espoir sur le visage d'Ellie. Pas après avoir ressenti le poids de chaque petit moment qui n'avait jamais tout à fait eu de sens. J'ai lâché la chaise et me suis tenu droite, ma voix plus forte que je ne le croyais possible. Je veux voir, ai-je dit. La bouche de Francine s'est ouverte, prête à protester, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai besoin de voir par moi-même. Ellie a hoché la tête sans hésitation. Il a enlevé son blouson et a tiré le col de son t-shirt vers le bas, et elle était là, une petite tache de naissance parfaite en forme de croissant sur son omoplate, exactement comme celle que j'avais vue dans le miroir toute ma vie. Le monde a basculé. J'ai écarté mon propre col et j'ai entendu le halètement collectif des invités alors que je révélais la marque identique sur mon dos. Le silence est tombé sur le jardin. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Je me suis tourné lentement, scrutant les visages des gens que j'avais appelés ma famille pendant 3 décennies. Mon père a détourné le regard, la culpabilité creusant des lignes profondes sur son visage. Ma mère se tenait rigide, la bouche serrée, les mains tremblantes. Sienna s'est avancée, la voix incertaine. A dit, il y a peut-être une explication. Peut-être que maman et papa avaient leur raison. Ces mots se voulaient apaisants, mais ils n'ont fait qu'attiser le feu qui montait dans ma poitrine. J'ai croisé son regard et j'ai vu pour la première fois qu'elle ne comprenait pas. Elle avait toujours été l'élue, celle qu'on célébrait. Elle n'avait jamais su ce que ça faisait d'être la pensée après coup, le second choix, la fille oubliée. Aucune raison ne peut justifier cela, ai-je dit doucement. Les mots avaient un goût de cendre sur ma langue, mais ils étaient vrais. Je me suis retourné vers Ellie. Il se tenait là, attendant toujours, offrant toujours un choix sans le forcer. Pour la première fois de la journée, quelqu'un me donnait la chance de décider qui j'allais être. J'ai hoché la tête. Allons-y, des murmures ont parcouru la foule. Ma mère a appelé mon nom, une supplication désespérée, mais je ne me suis pas retourné. Ellie m'a offert son blouson. Je l'ai glissé sur mes épaules et je l'ai suivi vers le portail. Chaque pas que je faisais me semblait plus léger. La maison, la fête, les lourdes attentes, tout s'effaçait derrière moi. Je ne savais pas où la route me mènerait, mais pour la première fois de ma vie, ce serait une route que j'aurais choisie moi-même. En franchissant le portail, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu une famille aujourd'hui. J'avais retrouvé un morceau de moi-même dont j'ignorais l'absence, et je n'allais plus laisser personne me le reprendre. Le portail a claqué derrière nous, coupant les bruits de la fête comme une porte se refermant sur une ancienne vie. Ellie et moi avons marché rapidement le long de l'allée, mon pouls battant si fort que j'entendais à peine autre chose. J'ai serré son blouson plus fort autour de mes épaules, respirant l'odeur inconnue du cuir et de quelque chose de chaud et de réel qui m'a serré la gorge. Il a ouvert la portière passager d'un vieux pick-up bleu cabossé garé au bord du trottoir. J'ai hésité un battement de cœur, jetant un coup d'œil vers la maison où toute ma vie venait de s'effondrer. Les gens se déversaient dans la cour, nous regardant partir, chuchotant, pointant du doigt. Ma mère se tenait figée sur le porche, les mains serrées sur les côtés, le visage illisible. Mon père restait assis à la table de la terrasse, la tête baissée comme si le poids de son propre silence l'avait finalement écrasé. Je me suis glissé dans le camion sans un autre mot. Ellie est montée à côté de moi, ses mains stables alors qu'il démarrait le moteur. Nous sommes partis lentement au début, puis plus vite une fois sortis du quartier. Plus nous nous éloignions, plus il était facile de respirer. Le soleil descendait bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la route. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je fixais la fenêtre, regardant les maisons défiler floues, chacune rappelant la vie que je croyais être la mienne. Finalement, Ellie a rompu le silence. « Je suis désolé », a-t-il dit doucement. « Tu méritais tellement mieux que ça. » Je me suis tourné vers lui, étudiant la ligne nette de sa mâchoire, la tristesse gravée dans ses traits. Il n'y avait pas de comédie ici, pas de manipulation, juste un frère qui avait perdu quelque chose et passé des années à gratter dans l'obscurité pour le retrouver. « Tu n'étais qu'un enfant », ai-je dit. « Tu n'avais pas le choix. » Il a serré le volant plus fort. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Je lui avais promis que je ne le ferais pas. À elle, ai-je demandé. Notre mère, Léa Madden. Le nom m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru.
Léa Madden, ma vraie mère. Une femme dont je ne me rappelais pas le visage, mais dont l'amour avait apparemment traversé des décennies et la distance pour me retrouver. Ellie a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une photo usée, pliée soigneusement en carré. Il me l'a tendue sans parler. Je l'ai dépliée lentement. La photo montrait une jeune femme aux cheveux bouclés foncés et aux yeux doux tenant un bambin potelé qui me ressemblait tellement que ma poitrine m'a fait mal. Il n'y avait pas d'erreur possible. La tache de naissance de la petite fille était visible sur son épaule nue, claire comme de l'eau de roche. Les larmes ont brouillé ma vue. Je les ai essuyées d'un geste brusque. Elle n'a jamais abandonné, a dit Ellie, la voix épaisse. Elle a engagé des détectives privés. Elle a placardé des affiches même quand les gens lui disaient que c'était sans espoir. Elle a déménagé de ville en ville juste pour suivre les plus petits indices. À chaque anniversaire, elle préparait un gâteau pour toi et allumait une bougie. Elle disait, si elle peut sentir son amour d'où qu'elle soit, peut-être que ça la ramènera à la maison. J'ai pressé la photo contre mon cœur, sentant le poids de chaque anniversaire manqué, de chaque chaise vide à une table de dîner dont j'ignorais qu'elle m'attendait. Elle est morte il y a 2 ans, a dit Ellie. Mais j'ai continué à chercher. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais te trouver pour nous deux. Le chagrin m'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement pour Léa, mais pour toutes les années volées, tous les souvenirs que nous aurions pu avoir. La vie qui avait été arrachée avant même d'avoir commencé. J'aurais aimé pouvoir la rencontrer, ai-je chuchoté. Tu la rencontreras, a dit Ellie. J'ai ses journaux, des lettres qu'elle t'a écrites. Elle savait qu'elle te trouverait. Elle a juste manqué de temps. J'ai fermé les yeux, laissant la chaleur de ses mots apaiser les zones à vif en moi. Le camion s'est garé sur un petit belvédère qui faisait face à un vaste champ s'étendant vers l'horizon. Des fleurs sauvages parsemaient l'herbe. Le soleil planait juste au-dessus des collines, embrasant le ciel d'orange et d'or. Ellie a coupé le moteur et nous sommes restés assis dans le calme. Tu n'es plus seul désormais, a dit. Il a ajouté, tu ne l'as jamais été. La vérité de ces mots m'a enveloppé comme un bouclier. J'avais passé 30 ans à croire que l'amour était conditionnel, que l'attention devait se mériter, qu'être vu était un privilège accordé à quelques chanceux. Et pourtant, voici la preuve que l'amour pouvait être inconditionnel, féroce, implacable, que j'avais été désiré tout du long, même quand je ne le savais pas. Je me suis adossé au siège usé, la photo toujours pressée contre ma poitrine, et je me suis autorisé à croire que, peut-être pour la première fois, j'étais exactement là où je devais être. Pas invisible, pas oublié, mais retrouvé. Le soleil est descendu plus bas, peignant le ciel de nuances plus profondes d'or et de cramoisi. Ellie et moi nous sommes assis sur le capot de son camion, les jambes dans le vide, un confort tranquille s'installant entre nous. J'ai tracé les bords de la photo du bout des doigts, mémorisant chaque courbe du visage de ma mère, chaque ombre de la petite fille que j'avais été. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas pesant. Il était stable, comme un battement de cœur, un genre de silence différent de celui avec lequel j'avais grandi. Ce silence était plein de compréhension. Il ne demandait rien. Il me laissait simplement être. J'ai basculé la tête en arrière, regardant les premières étoiles piquer le ciel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé finalement, la voix stable. Ellie a souri, un vrai sourire sans défense qui a adouci les lignes dures de son visage. Maintenant, on recommence, a-t-il dit. À ton rythme, comme tu veux. La simplicité de la chose m'a fait mal au cœur. Pas d'exigence, pas d'attente, juste une route ouverte et la chance de la parcourir selon mes propres termes. Ellie a sorti son téléphone et a fait défiler l'écran une seconde avant de me le tendre. Une photo remplissait l'écran. Une petite maison à la peinture écaillée et à la porte bleu vif. Un jardin débordant de tournesols et de tomates. 2 chiens affalés sur le porche comme des rois. Notre chez nous, a-t-il dit. Le tien aussi, si tu le veux. Les larmes sont montées à nouveau, mais cette fois elles venaient de quelque chose de différent, quelque chose de plus léger. J'ai rendu le téléphone, les mains tremblantes. Je le veux, ai-je dit. Pendant 30 ans, j'avais vécu comme une invitée dans ma propre vie, attendant des miettes d'approbation qui ne venaient jamais. Je m'étais tordu pour devenir quelqu'un de plus petit, de plus silencieux, de plus facile à ignorer. Mais debout au bord de ce nouveau départ, j'ai réalisé que je n'avais plus à être cette fille-là. J'avais été choisi. J'avais été trouvé. J'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Mon pouce a plané sur le contact de Cassie avant d'appuyer sur appel. Elle a décroché immédiatement. A dit, ça va? J'ai vu les posts. Les gens racontent des trucs dingues. J'ai ri.
Un vrai rire qui a ouvert quelque chose en moi. Je vais bien, ai-je dit. Mieux que bien. J'ai trouvé ma vraie famille aujourd'hui. Il y a eu une pause, puis sa voix pleine de chaleur et d'une loyauté féroce s'est fait entendre. J'ai toujours su que tu étais destiné à quelque chose de plus grand qu'eux. J'avais juste besoin d'un peu d'aide pour le trouver, ai-je dit en jetant un coup d'œil à Ellie, qui souriait et haussait les épaules comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de m'extraire des décombres de ma vie. Nous avons raccroché après quelques minutes, promettant de nous voir bientôt. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le champ, les étoiles se multipliant à chaque seconde. J'avais l'habitude de penser que l'amour devait se mériter, ai-je dit doucement. Que si je travaillais assez dur, si je restais assez silencieuse, peut-être qu'un jour il me verrait. Ellie a secoué la tête. Un amour comme ça n'est pas de l'amour, a-t-il dit. C'est du contrôle. Les mots se sont installés en moi comme des graines, trouvant des fissures dont je n'avais même pas conscience. Ils me faisaient sentir que j'étais trop et pas assez en même temps. J'ai dit, toute ma vie. Tu n'as jamais été le problème, a dit Ellie. C'était eux. La dernière pièce s'est mise en place. J'avais passé tellement de temps à me blâmer, à me mesurer à des normes impossibles fixées par des gens qui n'aimaient que la version de moi qu'ils pouvaient contrôler. Je n'ai jamais été brisé. J'avais été volé. Je me suis levé sur le capot du camion, les bras grands ouverts vers le ciel infini. J'ai inspiré l'air frais de la nuit, le parfum des fleurs sauvages et des grands espaces, et je l'ai laissé remplir chaque partie vide de moi. Je ne reviendrai pas en arrière, ai-je dit. Bien, a dit Ellie en riant, parce qu'on a beaucoup d'anniversaires à rattraper. Je suis descendu et me suis appuyé contre le camion, me sentant solide d'une manière inédite. Je n'étais pas juste la pensée après coup de quelqu'un. Je n'étais pas le second choix. J'étais Adélaïde Colmaden, fille, sœur, survivante, et j'étais enfin libre. Alors que nous nous éloignons du belvédère, j'ai jeté un dernier regard sur la ville qui avait essayé de me garder captive et j'ai souri. Elle avait perdu son pouvoir sur moi. La maison n'était plus un lieu. Ce n'étaient pas les murs entre lesquels j'avais grandi ni les gens à qui j'avais passé tant de temps à essayer de plaire. Le foyer est un sentiment. Le foyer, c'est savoir que l'on est désiré sans avoir à se rétrécir pour entrer dans les attentes de quelqu'un d'autre. Le foyer, c'est s'asseoir à côté d'un frère qui ne vous a jamais abandonné, regarder les étoiles éclairer un chemin que vous êtes enfin prête à suivre. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où j'allais. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a changé, prenez un moment pour penser aux personnes dans votre vie qui vous ont toujours vu, même quand vous vous sentiez invisible. La famille n'est pas seulement ceux qui vous élèvent. C'est ceux qui vous choisissent, qui se battent pour vous, qui vous rappellent que vous n'avez jamais été trop, ni jamais pas assez. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est jamais vraiment seul. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées, vos histoires ou simplement vos réactions. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies sur la résilience, l'amour et le retour vers son vrai foyer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a tellement plus à venir, et je serais honoré de vous avoir avec moi dans ce voyage. À la prochaine.